Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre émission L'avenir en région. Cette émission est dédiée à la fibre optique. Je vais avec vous dépeindre un petit peu le sujet, faire un petit peu le point sur l'intérêt de la fibre optique directement pour nous, là aussi comment elle se déploie, où est-ce qu'elle en est et jusqu'à quand les travaux vont continuer. À tout de suite. Alors avec nous sur le plateau, donc, nous avons Nicolas Dussert. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qui est directeur et dirigeant de 3R Réseau. Tout à fait. Mais aussi tu as 3S Sécurité et 3 Nuages, qui 3 sont Nuages. des sociétés de stockage de données, de sécurité de l'information. Nous avons aussi Monsieur Sibert, donc Luc Sibert, qui est directeur général adjoint de BFC Fibre. Bonjour. Alors vous, c'est quoi exactement votre rôle? Alors nous, BFC Fibre, nous sommes un exploitant. Il y a un réseau qui est construit aujourd'hui par les départements, le département de la Côte d'Or. Et une fois que ce réseau est construit, on nous le remet en exploitation pour l'entretenir, le faire vivre, le moderniser un jour s'il le faut, et surtout faire venir le dernier acteur, qui va être lui directement en contact des habitants, qui est le fournisseur d'accès à Internet. Donc pour citer les plus célèbres, c'est Orange, Free, SFR, Bouygues. Donc nous sommes chargés de les faire venir de façon à ce qu'ils utilisent ce réseau qui a été construit par le département. C'est ça, exploiter le réseau. Et bah du coup, donc du département de la Côte d'Or, où nous avons Monsieur Poulot-Hubert, bonjour, qui est vice-président en charge du numérique au département de la Côte d'Or. Tout à fait. Et donc vous, votre rôle, c'est... Alors notre rôle du département, effectivement, c'est de déployer, c'est de mettre en place cette fibre, ce déploiement du numérique, où on l'a démarré effectivement dans les années 2012, où il y a eu différentes étapes. Et l'objectif, c'est effectivement, j'aurai l'occasion de le présenter, fin 2022, l'ensemble de nos côtes d'Oriens devrait être connecté à la fibre. C'est pas un peu ambitieux? Pas du tout. C'est des objectifs qu'on se fixe, mais on sait que c'est tenable et puis on a affaire effectivement à des fournisseurs où, vous doutez, on leur met aussi la pression, comme nous pouvons avoir la pression de l'ensemble de nos administrés de Côte d'Or. Parce qu'à l'échelle nationale, la deadline c'est 2025, je crois, non? Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a une organisation qui nous permet, qui au départ était prévue sur un déploiement fin 2025, et avec le décret d'application sur ces délais de déploiement, la Côte d'Or, on finira le déploiement en 2022 où on aura gagné, effectivement, l'ensemble des Côtes d'Orient auront gagné 3 années. Ce qui est important quand on sait tous, les uns et les autres, que l'utilisation de la fibre aujourd'hui est indispensable. Et bien justement, à propos de l'utilisation de la fibre, Monsieur Dussert, comment expliquer cet engouement de la fibre? Ça a vraiment un intérêt d'être fibré? La DSL, ça ne suffit pas? La DSL, c'est basé sur des anciennes technologies, qui sont des technologies liées au câblage téléphonique des années 60, 70, 80 et 90, à l'époque où on a envoyé le téléphone partout dans tous les foyers de France. La DSL est donc basée sur ces câbles téléphoniques, sur ces deux paires, qui sont basés sur du cuivre. L'inconvénient du cuivre, c'est que plus la distance est éloignée par rapport au central, plus il y a un affaiblissement, plus l'affaiblissement est important, et donc moins le signal arrive correctement. Et moins il arrive correctement, moins on a de débit, à la fois pour envoyer et recevoir les données. La fibre optique, elle est conçue totalement différemment en termes de technologie, c'est plus du cuivre, c'est vraiment cette fois-ci un transport de la lumière, à travers justement une fibre optique qui est en verre ou en plastique suivant les technologies. Cette fibre optique, elle transmet donc de la lumière. Cette lumière, qu'elle soit basée sur 1 km, la distance, 10 km, 50 km ou même jusqu'à 100 km, la puissance est la même. Même s'il y a des déperditions, elle est beaucoup moins importante que le cuivre. Ce qui fait que derrière la technologie, vous pouvez amener une puissance énorme, même si vous avez parcouru 50 km avec votre fibre optique. Et c'est ça tout l'intérêt de la fibre optique. Non seulement de s'affranchir en grande partie des distances, mais d'avoir des débits qui peuvent augmenter avec le temps. C'est-à-dire qu'une fois que votre fibre optique elle a été tirée, si dans 20 ans, 30 ans, le département dit « je veux encore plus de puissance pour tous les côtes d'Orient », eh bien, il suffira de changer certains éléments stratégiques du réseau pour augmenter la puissance. Donc, il n'y aura pas besoin de tout recabler? Non.
dans les 50 ans qui viennent, normalement, il n'y aura pas tout recablé. D'accord. Et est-ce que c'est pas stupide d'avoir la fibre et puis d'arriver chez nous et de se retrouver encore avec des connecteurs en cuivre? Non, parce que de toute façon, pour l'étape, je pense les étapes de développement, ça c'est le département qui pourra nous le dire, les étapes de développement, c'est déjà d'amener peut-être par village au moins la fibre optique dans le village. Et après, le village étant pas très grand, vous avez des distances de 1, 2, 3 km maximum pour les administrer, ce qui fait que vous avez une puissance à ce moment-là de la DSL qui est très élevée. Vous pouvez avoir des débits de 20, 30 mégas. Et ça, c'est énorme. Et grâce à ces débits-là, eh ben, vous pouvez avoir un Internet normal, vous pouvez avoir du streaming correctement, etc. D'accord ? La première étape, c'est vraiment de dire on l'apporte au moins village par village. Et après, les étapes suivantes, ça sera de dire on l'apportera à chaque foyer, quoi. Voilà. Et du coup, Monsieur Sibert, comment ça s'est articulé ces travaux? Comment ça s'est mis en place? Alors ça s'est mis en place progressivement. On a souvent tendance à dire que la fibre est un des plus grands chantiers industriels de France, c'est la vérité. Ça mobilise énormément d'énergie, à la fois bien sûr les collectivités locales. Quand vous dites plus grand, c'est en se comparant à quoi? En matière de taille d'investissement, d'impact sur la société, de mobilisation d'entreprises, des constructeurs de réseaux, des constructeurs de fibre optique. Hein. La fibre optique elle-même, qui est finalement la matière première de ce réseau, sachez qu'il y a 2-3 ans, 2018, quand tout le monde s'est mis massivement à accélérer, M. Poulot évoquait le département de la Côte d'Or, par exemple, qui effectivement est en train d'aller très vite. Tous les autres départements sont aussi dans une démarche à peu près analogue. On a presque manqué de fibre optique en Europe. Parce que vous comparez à ce qui se passait en Asie, la Chine, par exemple, qui est un pays qu'on connaît, qui est un assez grand producteur de fibres. Il n'y a pas que la Chine, mais s'est mis aussi à en consommer pour elle-même. Parce que ce chantier, il concerne dans tous les pays du monde. On s'est retrouvé avec pas assez de fibres. Donc il y a énormément de matières premières aussi à utiliser. Elles sont fabriquées en quoi, les fibres? C'est de la fibre de verre la plupart du temps. Et c'est des technologies assez pointues, puisque l'exigence de qualité de cette fibre est extrêmement élevée. Hein. La fibre optique dans les télécoms, ça date des années 70. Hein. À partir de là, on a commencé à pouvoir à produire de la fibre optique de qualité suffisante pour envoyer de la lumière sur les distances que vous évoquiez. Avant, la fibre optique, elle était utilisée pour faire de l'endoscopie. Les réacteurs d'avion, c'est le militaire qui a un peu tiré la technologie. Ensuite, ça a été plutôt le médical. On s'est rendu compte que pour faire de la chirurgie non invasive, c'était aussi utile. Et dans les années 70, on a commencé à l'utiliser dans les télécoms. D'abord pour les grandes autoroutes entre les pays, entre les villes. Et là, maintenant, on est en train finalement de faire arriver la fibre optique, comme vous le disiez, jusque dans les foyers. C'est ça la grande nouveauté. Et du coup, comment ça s'organise pour les travaux? Il y a plusieurs intervenants, il y a un donneur d'ordre, Alors, il y a plusieurs intervenants. Il y a eu d'une part des opérateurs privés, les grands opérateurs que je citais tout à l'heure ont investi dans les villes, dans les grandes métropoles, là, sur fonds propres. Donc du style Orange, Bouygues. C'est Orange, Bouygues, Free, SFR qui ont équipé Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Dijon, puisque nous sommes à Dijon aujourd'hui. Là, ils en ont fait c'est leur propre investissement, en cohérence bien évidemment avec aussi les départements et les métropoles qui accueillent cet investissement. Ça veut dire que les réseaux leur appartiennent à eux? Là, les réseaux leur appartiennent, oui. Là, ce qu'on appelle la boucle locale, donc les derniers kilomètres de fibre entre le Central Télécom et chez vous, une entreprise, il appartient à l'opérateur qui investit. C'est eux qui investissent, c'est eux qui payent, c'est leur réseau. Donc si on change d'opérateur, ils viennent, ils enlèvent leur fibre à eux et il y en a un autre qui vient. Non, justement, vu l'importance de cet investissement, l'idée est de ne pas construire un réseau pour M. Free, un réseau pour M. Orange, un réseau pour M. SFR ou M. Bouygues. Chacun n'a pas le sien. Il y a une mutualisation. L'idée n'est pas finalement de réouvrir les trottoirs des villes ou de tirer de la fibre avec chacun la sienne. Elle est mutualisée. Ça, c'est une règle. L'autorité de régulation qui est derrière tout ça à poser des règles de façon à éviter la multiplication des investissements. Il vaut mieux construire des réseaux partout plutôt que de construire des réseaux en doublon. Donc les réseaux, ça c'est une règle partout, ils sont interopérables. Tous les opérateurs télécoms qui veulent fournir des services, tous les fournisseurs d'accès, tous les FAI qui veulent fournir des services peuvent venir, heureusement. Ça c'est important, c'est une règle vraiment intangible. Les réseaux sont ouverts à tous, il n'y a pas de réseau propriétaire. Alors quel est l'intérêt pour un FAI, un fournisseur d'accès, d'investir dans un réseau? Il a juste à attendre et puis dans ce cas-là, les autres vont le faire pour lui, non? Alors, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des opérateurs qui ont plutôt une approche, un souhait d'être maître de leur réseau, d'être maître d'infrastructure. Donc, on citait le grand opérateur historique, Orange par exemple, qui, avec SFR, ont investi dans la construction de réseaux en fibre optique dans les grandes villes.
les 36 000 premières communes de France, en fait, c'est des communes qui sont couvertes par un investissement privé. Une grande partie est faite par Orange, compte tenu de sa surface technologique, financière et sa capacité d'investissement. SFR est également à la manœuvre. Les autres opérateurs l'ont fait beaucoup plus modestement. Mais ensuite, les autres opérateurs qui n'ont pas construit sont prêts néanmoins à financer, à venir, à louer, à payer pour utiliser ce réseau. Donc certains ont cette approche de construction de réseau, d'autres ont une approche d'utiliser des réseaux existants. Mais au bout du bout, ils sont quand même capables d'atteindre leurs clients, que ce soit sur un réseau qu'ils ont construit ou un réseau qu'ils louent ou sur lequel ils payent pour passer. Sinon, pour le service aux habitants, c'est assez invisible, ça. D'accord. Et du coup, alors comment ça s'organise? Alors comment ça s'organise? Donc, il y a les grandes villes dans lesquelles les opérateurs ont commencé dès le début des années 2010. Puis peu à peu, ils ont couvert quasiment l'intégralité de ces villes. C'est en train de se terminer en ce moment. Mais après, se poser la question de l'investissement dans des zones où le modèle économique ne permet pas forcément à de l'investissement privé d'y trouver ses comptes. Et donc c'est là que la puissance publique a joué son rôle. Les régions, les départements, l'État a mis de l'argent sur un grand programme d'investissement de la fibre. L'objectif, vous le citiez tout à l'heure, c'est 2025, avoir atteint la couverture de l'ensemble du pays. Et donc dans les zones qui ne sont pas couvertes par des opérateurs privés, on a ce qu'on appelle des réseaux d'initiative publique. Donc c'est le département, la région, les départements qui étudient, qui font construire le réseau, qui confient ça à des opérateurs qui savent le faire. Et à ce moment-là, eux sont propriétaires du réseau. Et ils vont finalement le louer ou le confier à des exploitants qui vont faire venir les fournisseurs d'accès Internet. Donc c'est là qu'on retrouve par exemple le rôle de BFC Fibre, qui eux vont payer, vont louer ce réseau-là finalement. Le réseau appartient au département et le département l'a payé, mais va en tirer des bénéfices, faire comme on faisait du fermage, finalement, d'une certaine manière, sur l'exploitation des terres. Mais là, c'est la même chose. On fait exploiter un réseau qui va, moi, département, me rapporter de l'argent pour pouvoir le payer, rembourser les emprunts que j'ai dû faire et surtout apporter le service auprès des habitants. Et quand vous mélangez ces différentes approches, la puissance publique qui est intervenue dans les zones, notamment les zones rurales un peu éloignées, les puissances privées qui interviennent là où il y a un modèle économique évident qui peut se faire, donc dans les métropoles, comme Dijon par exemple, vous réussissez à couvrir l'intégralité de la France en ayant finalement un service qui est le même partout, que vous habitiez au fin fond du Châtillonnais de la Côte d'Or ou au cœur d'une métropole comme Dijon. Mais le Châtillonnais, il y a du monde. Absolument. Oui, tout à fait. Absolument. Alors justement, vous, à l'échelle du département, comment s'est vécu le fait d'avoir entre guillemets cette charge financière en plus, ce devoir justement de développer la fibre? Parce que c'était quelque chose qui n'était pas prévu, ça a dû être venu comme un cheveu sur la soupe, non? Alors, pas un cheveu sur la soupe, non. Le département, à un moment donné, je rappelle l'historique, où dès 2012, le département de la Côte d'Or a été un des premiers départements de France à se poser la question sur effectivement le déploiement de cette fibre. La décision a été prise en 2012 et de phaser sur différents projets avec un territoire qui était, parce que je rappelle le département de la Côte d'Or, 4e en surface au niveau national. Donc il fallait aussi que notre politique, c'est que chaque Côte d'Orien ait le même service, peu importe où il se trouve, dans une grande agglomération comme la métropole, comme vous venez de le dire à l'instant, dans un petit village retiré sur un secteur au nord ou au sud de la Côte d'Or. Donc cette mise en place a été décidée sur 2 phases. La première phase qui a démarré il y a 4 ans et qui s'est terminée en 2020, qui était ce que vous disiez rapidement, la fibre au cœur du bourg. C'est-à-dire que des centraux existants, il y a des fibres qui ont été tirées jusqu'au cœur des villages. De façon à ce que tout le monde, je me répète, puisse avoir la même qualité de service. Et cette opération, cette première phase, a été terminée fin 2020, où là, on a 96% des foyers en Côte d'Or qui ont minimum 8 mégaoctets. Ça peut être minimum 8, ça peut aller à 25, 30. Ce qui a amené quand même un plus, un changement complètement différent par rapport à la DSL, où là, il y avait des moments, vous étiez devant votre écran et puis vous étiez obligé d'attendre 3-4 minutes. Et puis quand vous vouliez télécharger un film, alors là, vous le mettiez le soir pour le récupérer le lendemain matin. Tout ça, c'est devenu obsolète en Côte d'Or. Je rappelle aussi que ce qui a été dit à l'instant, et je tiens quand même à le souligner, notre département de la Côte d'Or, finalement, il est aujourd'hui divisé sur, malgré que la maîtrise d'ouvrage et le département, bien sûr, est divisé en 3 parties. Vous avez la métropole de Dijon et l'agglomération de Beaune, qui est assurée par Orange.
Et puis le restant du territoire de la Côte d'Or, on a aussi un sous-traitant, pour ainsi dire, qui s'appelle Altitude Infrastructure, qui a en charge un certain nombre de nos communes en Côte d'Or, de façon à ce qu'ils soient déployés aussi en temps, parce qu'on va parler aussi du planning et des délais que l'on s'est fixés, et le restant du département est assuré par une maîtrise d'ouvrage, effectivement, du département de la Côte d'Or. Alors, cette première phase étant terminée 2020, on est aujourd'hui, à l'heure où on en parle, bien sûr, en train de déployer cette deuxième phase où ça sera la fibre à la maison ou à l'entreprise, hein, parce que les entreprises, il ne faut pas non plus les négliger, elles attendent aussi effectivement cette nouvelle technologie, et qui va, nous, bien entendu, investisseurs publics, on arrive jusqu'aux limites de propriété ou aux portes de l'entreprise avec la fibre. Et après, c'est ce que vous expliquez, il y a une relève qui est faite par un opérateur pour effectivement déployer à l'intérieur du bâtiment, puisque on est, nous, public, et on n'a pas effectivement à être présent sur le domaine privé, bien entendu. Ça, c'est la réglementation qui nous l'impose. Donc, on a ces différentes phases qui sont en train de se déployer, avec un investissement qui est propre au département, alors avec des soutiens de l'État, des fonds européens, un petit peu la région Bourgogne-Franche-Comté, et c'est cet ensemble de ces investissements qui représente quand même une somme qui est de 136 millions pour le département de la Côte d'Or. Alors c'est vrai, comme vous le soulignez, on aurait pu faire un autre choix, c'est de dire finalement on va investir sur des équipements routiers, sur d'autres technologies, mais on savait quand même effectivement en tant qu'élu que cette fibre, elle était indispensable. Il y a des départements qui ont pris d'ailleurs la main à différentes vitesses et puis à différentes périodes. Aujourd'hui, il y a des départements qui, depuis seulement 2 ans, se sont lancés dans ces investissements. Et même le choix de la Côte d'Or, il a été fait, il avait surpris certains Côte d'Oriens, c'est de dire on va commencer de déployer dans les zones blanches, c'est-à-dire les plus reculées, et puis arriver petit à petit vers les investisseurs, vers les secteurs qui sont, je le soulignais, la métropole, parce que bien sûr, ça a été souligné tout à l'heure, on l'a entendu, c'est plus facile pour un investisseur d'investir sur des grandes villes. Vous tirez 1 kilomètre de fibre, je donne un exemple basique, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui vont être connectées. En campagne, je peux vous dire qu'il y a des secteurs, on a tiré des kilomètres et des kilomètres de fibre pour avoir des fois 7, 8 ou 10 clients. Mais un Côte d'Orien, c'est un Côte d'Orien qui vit au milieu de Dijon, au milieu de Beaune, ou dans le Morvan, ou bien au-delà, il a droit au même service. On est un service public, et c'est notre rôle, effectivement, de l'engager. Donc, ça se déploie. Aujourd'hui, on va arriver... alors, il y a eu, bien sûr, les aléas qui sont rattachés à cette crise Covid, où on a eu des fournisseurs de fibres de temps à autre qui étaient en pénurie. Il faut le dire, donc ça a décalé aussi sur le calendrier des fois de périodes de 4 à 6 mois, qui aujourd'hui est en train de se rattraper, de façon à ce que nos administrés puissent avoir le plaisir, à un moment donné, s'ils font le choix, d'avoir cette fibre à la maison. Sachez qu'à l'heure qu'il est, quand on dit minimum 8 mégaoctets, vous avez quand même ces familles qui peuvent prétendre au triple play, hein, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet et la télévision. Ce qui est quand même aussi une avancée. Et on en rediscute un petit peu plus tard. On a encore effectivement des moments où on aura à intervenir. Et c'est le lien qui est fait avec Bourgogne Fibre. Bourgogne-Franche-Comté Fibre, je crois, non? Oui. Oui, en fait, le projet les réseaux que nous exploitons, en fait, couvrent plutôt la région. Il y a 5 départements qui se sont mis ensemble, dont la Côte d'Or, pour piloter ce projet et en confier l'exploitation de leur réseau à un opérateur, c'est BFC Fibre qui a été retenu. Mais chacun des 5 départements concernés, on construit son propre réseau, et ensuite nous le confie. Nous assurons l'exploitation de cet ensemble de 5 réseaux. Ça représente un peu plus de 320 000 foyers finalement, qui vont être raccordés à la fibre optique dans 5 départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Ah, donc vous êtes un peu à la fois un péage ou un URSSAF de la Non, fibre. Non, faut pas avoir. Comme ça, on est finalement un exploitant. Les départements construisent, ça ils savent le faire. ça. Ouais. Mais ensuite, le métier d'exploitant, c'est un métier Donc dans finalement l'exploitation, spécialisé dans les. vous choisissez les opérateurs? Non, on ne les choisit pas. L'exploiter, ça veut dire finalement entretenir le réseau, Ouais. en assurer la cohérence, le moderniser éventuellement, réparer si un jour il y a des choses à réparer. Ça doit être un réseau tout neuf. Il y a des aléas, il y a des choses comme ça. Donc tout le métier d'entretien d'un réseau, comme peut le faire Orange sur son réseau cuivre que vous évoquiez tout à l'heure, ou les autres opérateurs sur leur propre réseau mobile. Ça, on entretient finalement la machine. Et ensuite, surtout, on fait venir la dernière étape, celui qui va fournir le service aux habitants. Et donc, on vient dire à Orange, Free, SFR, mais venez. Et on gère cette relation, on s'assure que ça fonctionne et on fait fonctionner. Donc, exploiter, c'est offrir le service, faire offrir le service auprès des habitants pour que l'investissement qui a été fait trouve son sens. Et donc vous, en tant qu'entreprise de câblage, vous vous occupez de la partie privée? C'est ça. C'est-à-dire à partir du moment où la livraison, on va dire, la livraison est faite, c'est-à-dire soit encore en cuivre pour atteindre les 8 mégas au minimum, ou si on est plus près du central jusqu'à 20-30 mégas, ou la fibre optique. Dans certains cas, c'est carrément la fibre optique qui arrive chez la personne ou l'entreprise. À partir de ce moment-là, comme ça a été dit, c'est obligé, c'est plus aux opérateurs publics d'intervenir. C'est donc nous, entreprises, à intervenir. Alors, il y a des fois, il n'y a rien à faire. La personne, elle arrive, elle met sa box Internet, le cuivre ou la fibre arrive, c'est branché, ça fonctionne. Maintenant, dans le cadre, nous on intervient beaucoup plus dans le cadre d'entreprises qui, elles ont besoin de pas un seul ordinateur, où elles ne peuvent pas être connectées simplement en Wi-Fi dans leur réseau. Parce qu'elles ont 10, 20, 30, 40 postes, parce qu'elles ont des postes avec des usages particuliers, elles ne peuvent pas s'amuser à mettre du Wi-Fi partout. Donc à ce moment-là, elles ont besoin de déployer un réseau informatique, mais local cette fois-ci, qui est plus sur le département ou plus dans les villes, qui est vraiment local à l'entreprise, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Donc là, nous, on intervient. Si c'est des grandes entreprises, on peut en citer, il y en a plein en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des très grandes entreprises qui ont des locaux qui sont gigantesques. Elles ne peuvent pas, pour la même raison de débit, tirer du câble cuivre. Donc elles vont tirer elles-mêmes de la fibre optique à l'intérieur de leurs locaux. Et c'est là tout le sens que nous prenons, nous, c'est de dire on a la fibre opérateur qui arrive, il y a des éléments informatiques qui se construisent là derrière, et nous, on va redistribuer la fibre optique ou le câblage cuivre à l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle ait des débits similaires partout dans l'entreprise. En clair, on refait la même chose que le département, mais au sein de l'entreprise. Voilà. Et c'est pas incohérent de recevoir de la fibre et après de partir sur du cuivre dans certains cas? Absolument pas. C'est-à-dire c'est les débits qui vont être proposés. Et j'aurais même envie de dire que de toute manière, aujourd'hui, dans un réseau local d'entreprise, on sait faire, même avec du cuivre, des débits bien supérieurs à ce que les opérateurs sont capables de nous amener sur de la fibre optique, on va dire, grand public ou entreprise. Vous avez aujourd'hui, les opérateurs vont vous amener 1 giga, 10 gigas, on commence à avoir 10 gigas qui apparaissent. À l'intérieur d'une entreprise, sans aucun problème, on peut monter à 10, 25, 40 ou 100 gigas sur du cuivre. D'accord. Mais ça reste des technologies de pointe et qui ne sont pas utilisées par toutes les entreprises parce qu'elles n'en ont pas vraiment besoin. Simplement, on voit quand même un engouement au niveau français à dire on développe, pour plus être en retard, une industrie qui va s'appeler, comme on aime l'appeler, 4.0. Donc une entreprise qui sera fortement digitalisée. Donc pour qu'elle soit fortement digitalisée, il va falloir que la fibre arrive aux portes de l'entreprise. Donc là, tous les opérateurs ont leur sens, tous les départements ont leur sens. Et après, il va falloir que nous, derrière, on propose des technologies innovantes et des technologies récentes pour que chaque poste informatique ou chaque élément du réseau de l'entreprise puisse avoir des débits suffisants pour être capable d'interagir les uns avec les autres et avec les sous-traitants et avec le grand public. Voilà. Et les réseaux avec le télétravail, il y a dû avoir une bonne, une bonne sollicitation. Effectivement, une bonne question, puisqu'on l'a vécu il y a 1 an. On était quand même, on a tous en mémoire cette période qui était difficile où il y avait le télétravail qui se mettait en place et qui était aussi quand même une nouveauté. Et au vu du condition du contexte, finalement sur le département de la Côte d'Or, on n'a pas ressenti de grosses difficultés à pouvoir échanger pour ce que les gens étaient en télétravail. Prouve que déjà la première étape que nous on avait fait, c'est-à-dire la fibre au cœur du bourg, ça apportait quand même une nette amélioration. Alors aujourd'hui, la deuxième étape, quand elle sera la fibre à la maison, là ça sera le top du top.
Et les gens, ils peuvent envisager, d'ailleurs, la réglementation aujourd'hui, elle est en train d'évoluer, ou le télétravail, je pense qu'au vu du contexte sanitaire qu'on est en train de vivre, il va encore continuer de se développer, ce qui est quand même une bonne chose aussi, hein, au niveau de l'environnement, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, on le connaît, mais c'est vrai que la fibre a prouvé, il y a un an, en Côte d'Or, qu'effectivement son efficacité pour pouvoir répondre à l'attente de nos administrés. Très clair, cet investissement finalement arrive au bon moment. Ouais. La crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui... Non, c'est la crise sanitaire qui arrive au bon moment. C'est les deux, mais c'est vrai que la crise sanitaire, elle aura ça peut-être de bon en tous les cas, c'est qu'elle va accélérer la digitalisation. Les choses seront plus comme avant, et ça arrive au moment où les réseaux sont là ou en train d'arriver. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce serait arrivé il y a 10 ans, où on aurait dû s'appuyer exclusivement sur le bon vieux réseau cuivre, qui a eu une seconde jeunesse dans les années 2000, puisqu'on a pu y mettre de la DSL dessus, mais dont on connaît bien sûr les limites. Donc c'est vrai que aujourd'hui, la crise fait que les habitants sont de plus en plus impatients. Nous, on le voit au fur et à mesure que le département nous remet en exploitation des zones. On voit finalement l'appétence, les taux de pénétration des opérateurs commerciaux sont assez élevés. Ça va très vite parce qu'on est dans des zones où, comme l'expliquait M. Boulot, on a choisi de faire arriver la fibre là où la DSL était pas des plus brillants pour toutes les raisons que vous avez pu expliquer. Donc les habitants des territoires qui accueillent cet investissement sont très impatients. Donc ça, c'est une bonne chose. Et encore une fois, la crise va accélérer la digitalisation. La difficulté que tous les acteurs ont aujourd'hui, c'est effectivement de répondre très vite à cette impatience. Vous évoquez la vitesse à laquelle les choses vont se faire. C'est vrai qu'on est là maintenant avec une visibilité de l'achèvement de la couverture de la France. Vous évoquez 2025, des départements sont parfois un peu plus en avance. Mais il faut quand même gérer cette impatience. Les gens, ils sont au télétravail aujourd'hui. Les enfants ou les étudiants suivent les cours à distance aujourd'hui. Ils voudraient avoir la fibre aujourd'hui, tout de suite. Alors malheureusement, c'est quand même un grand investissement que j'évoquais tout à l'heure, qui, même s'il est discret, puisqu'on n'est pas en train de construire une ligne TGV ou une autoroute, où là on voit des bulldozers, la fibre c'est assez discret. On tire un tout petit fil de cuivre sous les trottoirs des villes. On voit les petits cônes le long de la route. On voit un peu, mais c'est pas un énorme investissement. Et on a un peu perdu l'habitude de construire des réseaux. Le dernier gros réseau télécom, finalement, la dernière grosse infrastructure, celle qui vient jusque chez vous, c'est le bon vieux réseau cuivre qui date des années 50, 60, 70. On n'a pas refait de choses depuis. J'évoquais la DSL qui est arrivée sur le cuivre. Finalement, c'est un développement technologique, mais sur un réseau existant. La boucle locale, ce qui arrive chez vous, il existait déjà. Les réseaux mobiles qu'on construit maintenant depuis les années 80 et qui se sont accélérés ces dernières années, pareil, une fois que les antennes sont posées, c'est finalement que, je mets quand même des guillemets, modifier les équipements, mais le réseau, lui, il est là. Donc on passe de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G, dans des zones qu'il avait déjà et qui sont tout à fait complètement couvertes en un coup. L'ADSL arrive, c'était toute la plaque qui était couverte en ADSL. La 4G arrive, c'est tout le village, toute la zone qui est couverte en ADSL. La 5G, ça va être pareil. Avec la fibre, non. Avec la fibre, il faut revenir chez chacun des habitants, chacun des artisans, chacune des entreprises. Donc c'est un investissement qui est long, qui suppose une énorme chaîne, et donc il y a une impatience légitime des gens, mais c'est en train de se faire et très vite. On est en train de construire ce réseau fibre en une quinzaine d'années. On a commencé au début des années 2010 dans les grandes métropoles. Il sera terminé d'ici 2022-2025 selon les régions. Le vieux réseau cuivre, on a mis presque 50 ans à le construire. Donc il faut quand même aussi avoir ça en tête. Et vous voyez, pour le département de la Côte d'Or, pour compléter vos propos, effectivement, on aura construit un réseau fibre en l'espace de 4 à 5 ans. Je vais vous dire, vous avez commencé en 2000... on a commencé il y a 4 ans, et je vous dis, en fin 2022, ça sera fait. Tout sera la fibre jusqu'à la maison ou dans l'entreprise. Ce qui veut dire que, et c'est ce qu'on a l'habitude aussi de donner des fois des sites coopératifs, le déploiement du numérique, c'est sur notre département, comme sur bien d'autres, c'est ce qu'on a connu, nos anciens ont connu quand il y a eu le déploiement des réseaux d'eau potable, tout simplement. Il a fallu tirer des kilomètres et des kilomètres d'eau, de réseau, pour arriver à alimenter une ferme, une maison, un village. Et là, le numérique, aujourd'hui, tout le monde a droit effectivement à ce déploiement de cette fibre, pour les raisons qu'on connaît, comme ça vient d'être souligné. On voit cette crise sanitaire qui nous a entraînés sur le télétravail que vous parlez, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la façon aussi de consommer. On voit bien
les connexions qui sont faites sur certains prestataires où les gens, ma foi, depuis leur domicile, ils commandent des matières, ils font livrer à la maison, etc. Tout ça grâce à la fibre. Sinon, si elle n'est pas là, aujourd'hui, les gens, ils font comment? Le téléphone, c'est fini ce temps-là. Puisque on veut encore aller de plus en plus vite. Et puis, on le sait tous, l'avantage aussi de cette fibre et de ce déploiement du numérique, c'est que vous êtes à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit chez vous, vous ne faites pas de bruit, vous envoyez un message, ça circule. La personne vous répond quand elle le souhaite. C'est quand même le top du top, quoi. Et pour prendre un peu la mesure de l'investissement, en fait, encore une fois, on reconstruit complètement le réseau. Le réseau cuivre va être abandonné. Voilà. On reconstruit complètement les choses. On parle beaucoup d'une autre évolution technologique en ce moment, c'est l'arrivée progressive de la voiture électrique. Tout le monde en entend parler de tous les côtés. Et finalement, la construction de la fibre, c'est un peu comme si, pour voir arriver des voitures électriques chez vous, il faudrait reconstruire les routes. On reconstruit les routes, on reconstruit les rues. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est un peu plus long que simplement, je mets encore une fois des guillemets autour du simplement, le basculement d'une zone en ADSL ou d'une zone en 5G. On reconstruit la route, on reconstruit le réseau complètement de A à Z. Et si effectivement des structures comme les départements n'avaient pas pris la main en temps et en heure, parce qu'il faut aussi avoir en mémoire, il y a quelques années en arrière, où l'État se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? On déploie à notre charge, parce que finalement, ce que les départements font les uns et les autres sur leur territoire, ça aurait pu aussi être pris à l'initiative de l'État. De dire à un moment donné, comme ils ont construit des autoroutes dans certaines périodes, ils pouvaient dire on construit des réseaux en fibré. Sauf que on peut se douter que la difficulté, l'organisation à mettre en place et puis aussi les financements, ça fait partie quand même du jeu, où à un moment donné, les départements se sont posé la question, c'est pour ça qu'il y a un décalage d'une région à une autre, où, exemple du département de la Côte d'Or, on a dit il faut qu'on prenne la main. Parce que si on ne la prend pas, personne ne va la prendre. Et à mon avis, ce n'est pas les opérateurs privés qui auraient fait les investissements nécessaires. Ils n'avaient certainement pas les capacités de le faire. C'est un équipement de collectivité indispensable dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Et on ne regrette pas, même si c'est des investissements qui sont énormes. Je peux vous dire qu'au niveau du département de la Côte d'Or, je ne vais pas me répéter, on aurait pu faire ces investissements sur d'autres sujets. Et sans difficulté. Sauf que c'était un choix. Et du coup, vous les avez pris sur quel budget? Les budgets du département, c'est un choix. On se dit, on va peut-être aussi effectivement prendre nos directions, de mettre un petit peu moins sur des routes ou sur d'autres activités, puis, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser ce réseau fibré. C'est la vie de tous les jours. On l'a tous compris dans nos échanges. Et alors, question un peu ouverte, c'est la fibre, d'accord, mais c'est compliqué à mettre en place, etc. La 4G, la 5G, c'est plus facile à mettre en place. Est-ce que la 4G, 5G n'aurait pas pu suffire et dire, la fibre, on met que les zones industrielles et puis basta? Non, c'est vraiment d'autres technologies. Quand on voit les usages qui sont faits par la fibre, encore une fois, la fibre, elle permet des débits qui sont absolument colossaux. Même si la 5G, qui est en train d'arriver, va le permettre, pour des applications importantes, des applications industrielles, un artisan va avoir des besoins de plus en plus forts de débit. Dans une zone donnée, il faut un fil physique aujourd'hui. Oui. C'est celui qui vous garantit vraiment la permanence du débit, du réseau. La 5G va apporter d'autres solutions, d'autres couches de services, mais la meilleure solution aujourd'hui, c'est quand même un réseau filaire. Vous savez, il ne faut pas négliger que c'est une technologie qui est attendue par les entreprises économiquement, parce qu'on pense effectivement à l'administré qui passe sa petite commande, etc. Ça, je dirais, c'est vraiment même secondaire. Mais économiquement, sur des territoires qui sont fibrés, vous avez des entreprises, par la présence de cette fibre, vont s'installer. Et à l'inverse, un territoire qui n'est pas équipé, ils vont l'abandonner. Et vous voyez des effets d'un département à un autre? Et ça, c'est indispensable. Alors des effets peut-être pas encore, mais je sais que les maires avec lesquels on est souvent en contact lorsque la fibre arrive, qu'on reprend le réseau en exploitation, donc il y a souvent des opérations de communication, d'explication auprès des maires, tous nous disent qu'aujourd'hui un des critères importants d'habitants qui veulent venir s'installer chez eux, et encore une fois on évoquait la crise sanitaire qu'on vit, qui va sans doute avoir un effet très bénéficiaire sur les gens découvrent que le charme de la vie un peu loin, un peu plus éloigné des métropoles, et offre beaucoup d'intérêt dans un environnement comme celui dans lequel on vit depuis quelques mois. Et les maires expliquent souvent qu'un des premiers critères aujourd'hui, le premier critère, c'est quoi le débit chez vous? Est-ce que vous avez la fibre? Est-ce que vous avez la fibre? Notamment des nouveaux habitants, des jeunes qui veulent s'installer,
c'est un des premiers critères pour acheter une maison, pour choisir un lieu de vie. Je confirme, je suis maire de collectivité, je peux vous dire que la première question, c'est ça. Les deux questions qui arrivent, la fibre, comment ça passe, comment vous êtes équipé, les écoles, bien entendu, les accès, ben, ils les connaissent, ils les voient, et ça, ce sont les critères indispensables pour le choix d'une famille, d'un foyer pour s'implanter dans un territoire. Plus important que le tout à l'égout? Plus important que le tout à l'égout. Mais oui, je le dis. La fibre, c'est aujourd'hui indispensable. Et finalement, surtout avec le contexte de la crise sanitaire qu'on a, où on voit des gens qui ont tendance un petit peu aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de s'expatrier, je dirais, un petit peu à 10-15 km d'une grande ville, parce qu'il y a une certaine tranquillité. On sait tous que c'est plus facile d'être confiné à la campagne qu'en centre-ville. Et c'est vrai qu'en plus de ça, si vous êtes à la campagne, dans une zone rurale, équipée aussi avec des nouvelles technologies, bah vous avez des gens, on l'entend tous aujourd'hui, ils quittent la capitale, on l'entend, ils quittent la capitale pour s'installer à 150-200 km de Paris. Et ils vont fonctionner, ils vont travailler 24 heures sur 24. Grâce à quoi? Grâce à la fibre. Alors une question peut-être un petit peu conne, mais à ce moment-là, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur les réseaux électriques? Est-ce qu'il ne va pas falloir refaire les réseaux électriques au même titre que pour la fibre? Parce qu'il y aura plus d'habitants qui seront en zone de ruralité, non? Non, parce que de toute façon, l'administré, le citoyen qui se trouve à Paris ou qui se trouve en zone rurale, il va consommer de l'électricité, comme tout à chacun peut le faire en permanence. Après, qu'il consomme là ou là, ben, c'est la même consommation. Aujourd'hui, pour certains, c'est un confort de vie de quitter un peu ces grandes villes. Mais ils sont d'accord de la quitter, mais à condition de pouvoir vivre comme tout le monde, et je me répète, d'avoir les mêmes services que dans une grande ville, avec les mêmes technologies pour pouvoir continuer de vivre. La télévision, ça fait partie quand même de la vie de tout à chacun en permanence. Les échanges de communication, l'entreprise, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, les entreprises qui s'installent, elles regardent effectivement comment est équipé le secteur. Sinon, ben, ils vont... alors bien sûr, vous avez des entreprises qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Comme je le dis ça, ben, je pense à la côte viticole qui traverse notre beau département. Mais en attendant, les entreprises qui peuvent s'installer sur un département ou un autre, elles font le choix aussi par rapport à ça. Et au niveau écologie, comment on recycle de la fibre optique? Ça se recycle bien? Parce que le cuivre, il y avait toute une filière qui était pour ça. Alors, le cuivre, effectivement, va être un des grands chantiers de recyclage de France dans les 10 années qui viennent, parce que la fibre est en train d'arriver massivement. On ne va pas continuer à se payer, entre guillemets, de réseaux quand l'un commence à remplacer l'autre. Donc dans les 10 années qui viennent, le cuivre va vraiment faire l'objet d'une énorme opération de recyclage. La fibre, si un jour on doit la recycler, ce sera sans doute pareil. La fibre, c'est du verre, donc d'une certaine manière, on peut assez facilement aussi la recycler. Alors, je ne suis pas un spécialiste du modèle écologique de la fibre optique, mais comme le cuivre peut entre guillemets, se fondre, se refondre, se récupérer, il n'y a pas de raison que la fibre optique ne soit elle-même pas être utilisée, sachant que le volume de fibre optique qu'on utilise par rapport à du cuivre est beaucoup plus faible. Finalement. Une fibre optique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est, la fibre optique qui arrive chez vous, c'est au sens propre, ça a la taille d'un cheveu. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Ah oui. Donc c'est fait en matière c'est dommage, j'en ai pas amené, mais c'est vrai que c'est un cheveu. C'est plus fin qu'un cheveu. C'est même plus fin qu'un cheveu. C'est plus fin qu'un cheveu? Ah oui, Ça fait 9 microns. 9 microns, d'accord. Et un cheveu, ça fait combien? Plus. C'est 300 microns. Puisqu'on peut le toucher. Oui, donc en fait, quand on voit une gaine qui est un peu épaisse... C'est la protection. Oui, et puis à l'intérieur, il y en a plusieurs. Oui. Bien sûr. Ah oui. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est quoi? C'est une personne à une fibre ou dans Ça une... dépend des technologies, ça dépend des endroits, ça dépend tout un tas de facteurs. Mais généralement, à une fibre correspond une personne. Après, on mutualise. C'est-à-dire dans un village, il y a une fibre, on va dire une grosse fibre qui arrive, et après, elle est répartie dans le village. D'accord ? Il y a une sorte de mutualisation. Ok ? Sans rentrer dans les détails, mais on peut être plusieurs personnes sur le même brin. Ça ne pose pas de problème. En fait, la fibre, quand elle arrive dans un village, elle arrive sous forme... Il y a un câble qui vient du central télécom, parce que généralement, c'est au niveau du central télécom que les choses se reconcentrent. Il y a un câble qui arrive du central télécom jusque dans le village. Et dans le village, on pose une armoire. Finalement, c'est une des seules choses visibles dans votre village, puisqu'encore une fois,
On n'a pas réouvert les trottoirs pour tirer de la fibre optique, on a utilisé la place qui était occupée par le cuivre. Et donc il y a cette armoire optique. Et à partir de cette armoire optique, ce point de mutualisation, il y a une fibre qui arrive chez chacun des habitants, chacun des artisans, chacune des entreprises. Vous voyez l'exemple. Mais là, il y a une gaine plastique autour. Il y a une gaine plastique. Il y a une gaine. Et il y a oui, la gaine plastique, vous voyez comment il est passé. Dans les fourreaux en pleine terre. Enfin, il y a des fourreaux où ça s'est enterré ou en aérien. Puis après, il y a effectivement, c'est dissocié avec toutes les différentes protections. Et vous arrivez vraiment à la fin, où vous avez cette fibre qui est unique. Et qui va alimenter différents foyers. Ça, c'est gros. Il y a encore une gaine plastique. Oui. C'est-à-dire que nous, quand on va souder derrière, il faut qu'on retire cette gaine plastique que le monsieur là, qui est orange, qui est au bout des doigts. Il faut retirer ça pour souder ce qu'il y a dedans. C'est encore plus fin. Il y a des opérateurs, effectivement, qui font la collection. C'est ça. Avec un appareil bien spécifique. Hein. Ça s'appelle de la fusion de fibre optique. Voilà. Et ils font les connexions comme ça. Donc vous voyez que... Et du coup, c'est vachement fragile, le réseau. C'est un travail de... Alors là, les câbles sont solides parce qu'il y a toutes ces gaines de protection, mais le travail lui-même est vraiment un travail de chirurgie fine. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi c'est long, parce qu'il faut des compétences. Tous les techniciens qui sont mobilisés sur les territoires en ce moment, c'est pas un métier qui s'acquiert instantanément. Donc il faut vraiment beaucoup de savoir-faire. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des fois une personne qui est sur le trottoir, avec une protection s'il pleut, etc. Ils sont sur un établi. Et puis elle passe des heures et des heures à justement faire les soudures des fibres sur les connexions. Et ça, c'est un travail de titan, mais indispensable avec en plus la qualité. C'est pas si fragile que ça. C'est pas si fragile que ça dans le sens où... Elles sont assez souples. Ouais. C'est protégé derrière. C'est-à-dire que la personne qui va la souder, elle va mettre une protection à l'endroit où il y a la soudure pour pas que ça casse. Et après, c'est de nouveau reprotégé. D'accord. C'est-à-dire qu'on est obligé de dénuder quelque part toutes les fibres optiques là, comme vous voyez. Après, on va les souder et après, tout est remis, tout est reprotégé. Donc, à part un coup de pelleteuse, ça risque pas grand-chose. Et l'équivalent de ça avant avec le réseau cuivré, ça ferait quelle taille? Alors, là, il y a une énorme différence parce que justement, le réseau cuivré, finalement, depuis chez vous jusqu'au central, la liaison, ce qu'on appelle la boucle locale finalement, qui vient de chez vous jusqu'au central ou du central jusque chez vous, elle est vraiment à vous. Il y en a une par personne, une par habitant. Donc quand vous avez une zone de 500, 600 foyers, et ben, il y a un câble avec 700, donc ça fait tout de suite des gros câbles. L'intérêt de la fibre optique, c'est qu'elle est mutualisée. Donc il y a une fibre qui arrive du Central Télécom, qui arrive jusqu'au village, et du village, elle est reventilée sur les différents habitants. Donc la place occupée dans les réseaux par la fibre optique est beaucoup plus faible. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet encore une fois, de mutualiser, de réduire la taille de l'investissement, la taille des câbles et leur complexité. C'est pour ça que quand on parle de fibre dédiée pour une entreprise, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dédié à l'entreprise et du coup elle a un débit. Tout à fait. Alors pour les entreprises, effectivement, quand je parle de fibre mutualisée, c'est plutôt pour le grand public ou pour des artisans ou des professionnels mais qui n'ont pas besoin des services qui peuvent être apportés à une entreprise. Les réseaux fibres tels qu'ils sont en train d'être développés aujourd'hui prévoient effectivement de la fibre pour une liaison point à point, de bout en bout, pour les entreprises qui en auraient besoin, avec des offres qui sont faites par les opérateurs pour les entreprises. Mais elle prévoit les deux. Elle prévoit à la fois pour le grand public quelque chose qui est un peu mutualisé, et pour les entreprises qui en ont vraiment besoin, qui ont besoin de débit particulier, de sécurité, une fibre qui est dédiée. Il y a les deux approches. Alors l'administré, lui, dans son village, comme vous donnez l'exemple, il n'y voit pas grand-chose finalement. S'il est dans un village déjà où toutes les infrastructures, EDF, électricité, télécommunications sont déjà enfouies, la fibre, elle est enfouie au même titre. Donc, ils ne vont pas de fil, ils ne voient rien. Puisqu'il va voir la différence qu'il va pouvoir constater sur sa commune, c'est effectivement la présence d'une armoire, qui, comme ça a été expliqué à l'instant, le morceau de cuivre qui existe de l'armoire jusqu'au domicile de M. Dupont ou Durand va être remplacé par cette fibre. Et dans toutes les parties, dans toutes les collectivités où ça enfuit, la politique effectivement du département, ça a été effectivement d'utiliser d'abord déjà des fourreaux existants, puisqu'il faut savoir que cette arrivée de la fibre, elle n'a pas été décidée hier matin, comme on l'échange déjà depuis un certain temps. Ça a été prévu, et même dans les normes de construction, etc., où un administré qui souhaitait faire construire son pavillon, il y a encore, à partir des années 80, il avait l'obligation d'avoir un nombre de fourreaux entre son domicile et la voie publique, pour justement, en prévision du déploiement d'une fibre. Et vous voyez que
même au niveau national, ça a été quand même prévu longtemps à l'avance. Alors aujourd'hui, on avance étape par étape. Et c'est vrai que... Alors après, il y a certaines collectivités où l'enfouissement n'a pas été fait. Là, on va voir effectivement la fibre qui va passer sur le poteau, comme on voit aujourd'hui, la présence d'un fil cuivre qui appartient à Oran. Voilà. Ça, c'est l'intérêt du réseau aussi, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, on réutilise les infrastructures existantes. On ne s'est pas mis à rééventrer les trottoirs ou les rues, les villes, les villages pour retirer la fibre. On utilise déjà la place qui est partiellement occupée par le cuivre. Comme on prend beaucoup moins de place avec la fibre, finalement, il y a de la place. Ou on réutilise, là aussi, parce que enterrer les réseaux, ça c'est un investissement extrêmement cher et ça se fera sur du long terme. Mais pour faire arriver la fibre vite, on utilise les réseaux existants. Finalement, on utilise les poteaux qui supportaient le réseau de cuivre ou qui utilisent du réseau électrique, puisqu'on partage les réseaux avec aussi Enedis. On les réutilise. Donc ça permet là aussi de limiter l'investissement. Et en limitant l'investissement, on peut aller plus loin, plus vite, à même investissement. On évoquait les centaines de millions d'euros que vous investissez. S'il fallait tout enterrer, là, on serait loin de pouvoir fibrer aussi vite l'ensemble de la France, jusque dans les coins les plus reculés. Et au même coût. Et du coup, toute cette main-d'œuvre qui fait ce travail-là, à partir de 2022, ils font quoi? Je pense que derrière, il y aura de la maintenance, il y a aussi des extensions de réseau, il y a aussi des nouvelles constructions qui vont voir le jour, des nouveaux quartiers. Ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, il va bien falloir aussi les équiper. Et puis, je pense que c'est un nouveau métier aussi qui arrive aujourd'hui dans notre société, où on aura des techniciens qui vont faire de la maintenance de la fibre. Alors que jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, peut-être étaient utilisés sur du cuivre, ils changent de métier. Et le fait que les données elles circulent beaucoup plus vite et plus facilement, est-ce que d'un point de vue sécurité, en informatique, ça engendre pas de nouveaux problèmes? Alors qu'elles aillent plus vite, ça ne change rien à la sécurité. D'accord? Ça ne change rien. Que votre donnée arrive, que votre film arrive en une demi-heure ou une nuit comme avant, et qu'il arrive maintenant en 2-3 minutes, ça ne change rien à la sécurité de la donnée en elle-même. Ce n'est pas la vitesse. La sécurité des données, par contre, est un enjeu capital, mais n'a rien à voir avec la vitesse. Mais pour rebondir là-dessus, effectivement, la fibre ou le cuivre, c'est le support. C'est finalement pas... C'est assez invisible pour la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait tout à l'heure l'accélération de la digitalisation, de la culture numérique, finalement, dans le pays, que va provoquer la fibre. Là, c'est même plus un problème technologique, c'est en partie un problème technologique, mais ça doit devenir un problème culturel. C'est-à-dire que si on a de plus en plus d'habitants qui sont de plus en plus utilisateurs du numérique qu'offre la fibre, de cette accélération-là, il faut aussi que, finalement, comme aujourd'hui, on a une culture, on ne laisse pas sa porte ouverte en partant de chez soi, sauf peut-être dans certaines zones qui peuvent le faire, ils ont de la chance, mais quand on quitte chez soi, on ferme finalement sa porte à clé. Par rapport au numérique, il va falloir que la population, une petite population qui n'était pas encore très habituée, qui voit arriver ces usages-là et qui va profiter de l'accélération des usages, ait aussi une culture de sécurité du digital. Et ça, c'est de l'éducation, c'est de l'accompagnement des usages. Tout le monde aura son rôle à jouer, les opérateurs, la puissance publique, l'éducation. C'est important, ça, effectivement. Plus on digitalise la société, plus elle doit finalement s'adapter à des nouvelles menaces qui sont liées à la sécurité. Et là, ça mettra plus de temps que le déploiement de la fibre. Oui. Regardez ce qu'on vit actuellement. Des gens, par rapport à cette crise sanitaire et la période de vaccination qu'on est en train de vivre, vous avez des gens qui aujourd'hui, qui a 80-85 ans, s'ils veulent se réserver un rendez-vous, Doctolib, etc., il faut qu'ils aient la connexion pour pouvoir agir. Alors après, il y a aussi un apprentissage à faire. Mais la base, c'est quand même la connexion. Si la connexion n'est pas bonne, on ne peut pas faire. Du coup, et vous voyez qu'à l'époque où on se trouve, dans les conditions qu'on vit depuis 1 an et demi, la fibre, elle est quand même bien indispensable. Et je peux vous dire que j'espère qu'on ne va pas revivre ces situations-là de sitôt, mais en attendant, il faut passer cette période qui est difficile pour tout le monde. Pour les entreprises, économiquement. Du coup, cet investissement pour vous, c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez rentabiliser avec des services que vous avez proposés de manière numérique, alors qu'avant, vous auriez été obligé de les déployer avec des personnes physiques. Pourquoi pas? Je ne peux pas vous donner l'exemple, mais c'est vrai que de toute façon, on était convaincus de toute façon aujourd'hui que c'était indispensable. Et avec les échanges qu'on peut avoir ce matin, on voit le déploiement et le comportement de notre société et de nos concitoyens, on sait que ce n'est pas une erreur. Au contraire, on aurait
On aurait peut-être démarré encore avant, ça aurait été que mieux. Mais il faut faire aussi vivre avec son temps. Et je pense que le département de la Côte d'Or, on n'aura pas à rougir quand on aura fini en fin 2022, au contraire. Donc fin 2022, pas début. Donc, fin 2022, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger. Il y a aussi des délais, il y a la construction, ce passage de la fibre, etc., la mise en place des armoires, etc. Mais derrière, il y a aussi toute une chronologie de contrôle, de remise des chantiers avec des conformités, des délais réglementaires à respecter, qui font que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certains de nos Côte d'Oriens, quand ils voient l'entreprise passer en train de dérouler la fibre, oh ben tiens, dans 15 jours c'est fait, je vais y avoir droit. Non, malheureusement, il faut encore de la patience. Parce qu'il y a tous ces délais réglementaires qu'il faut respecter. Il y a le transfert effectivement vers Bourgogne Fibre et Bourgogne-Franche-Comté Fibre, et qui, à un moment donné, il y a une étape, l'étape finale, ou ce qu'on appelle l'étape de commercialisation, où là, chaque administré, s'il le souhaite, bien entendu, parce qu'on tire la fibre dans toutes les maisons, en limite de propriété. Après, M. Dupont, M. Durand, il est intéressé, ben, il va prendre, il n'est pas intéressé, ça reste. Sauf que sa maison ou son appartement, à un moment donné, peuvent être vendus. La personne qui arrive, elle aura le droit, effectivement, d'être connectée avec la fibre. Donc après qu'on les a vus passer les câbles dans la tranchée devant chez soi, il y a un délai de combien de temps? Il y a plusieurs délais, effectivement. Quand vraiment la tranchée passe devant chez vous, grosso modo, quand le point de mutualisation est installé dans le village, quand la fibre est arrivée au cœur du village, ensuite il faut retirer un câble qui va arriver jusqu'au ce qu'on appelle le point de branchement, qui est un petit boîtier qui est vraiment devant votre pavillon ou dans votre immeuble si vous habitez en habitat collectif. Et à partir du moment où le point de branchement est là, le département a terminé son job, a terminé son investissement, la fibre est disponible et il faut après passer commande. Et là, il y a quelques délais réglementaires qui visent en fait à faire en sorte que tous les opérateurs soient d'une certaine manière à égalité, que tout le monde puisse, et qu'il n'y ait pas de préférence pour un opérateur. Mais entre le moment où l'armoire est dans le village et le moment où vous pouvez passer une commande de la fibre, on peut évoquer un délai moyen de 6 mois. Quand le point de branchement est là, devant votre pavillon, sur le poteau qui est sur le trottoir devant chez vous, et le moment où vous pouvez passer commande, c'est entre 2 et 3 mois, le temps que les choses se fassent. Mais à ce moment, la fibre est arrivée. En fait, on évoquait un projet extrêmement long. Là, on est sur les derniers mois. Donc, finalement, l'impatience normale des habitants est vite satisfaite par l'arrivée du service. Donc ça veut dire que ça va être plus fin 2023 où tout le monde pourra se câbler facilement. Alors le réseau sera là en 2022. Après, tout dépend de la vitesse à laquelle les habitants vont vouloir réagir. J'évoquais des taux de pénétration. Aujourd'hui, quand la fibre arrive dans un département, dans un village, on a dans les premiers mois très vite 25, 30%, 35% de gens qui ont pris la fibre. Après, il peut y avoir des bouche-oreille, il peut y avoir des usages supplémentaires qui arrivent et progressivement, on arrive à remplir ce réseau. Mais les choses se font assez vite. Une fois que l'investissement, une fois que le réseau est là, les choses se font assez vite. Parce que les opérateurs répondent vite, finalement. Aujourd'hui, quand vous allez chez un des grands opérateurs, votre maison est éligible à la fibre, vous avez rendez-vous presque dans la semaine ou dans les 10 jours pour qu'ils viennent vous raccorder. Donc ça vient très vite. Et après 2022, par exemple, admettons, il y a un nouveau hameau qui se crée ou quelque chose comme ça. Oui, il serait équipé. Il serait équipé d'emblée. Le réseau va s'adapter. Le réseau s'adapte vraiment. L'ingénierie, l'architecture fait qu'il y a suffisamment de fibres qui est tirée dans les infrastructures, donc les gros arbres de transport qui vont irriguer les villages, pour que s'il y a un grand lotissement, s'il y a une grande entreprise qui arrive, il y ait de la fibre disponible pour accompagner la croissance des territoires. Et si jamais il faut reconstruire, retirer de la fibre, eh ben, on le fera. Vous avez aussi, ce que je dis souvent, on a les zones d'activité, les zones industrielles, les zones économiques qui se déploient. On en a des exemples autour de la métropole, mais dans le département, et où là, il faut effectivement alimenter ces secteurs-là. Sinon, l'entreprise ne s'installe pas. Et c'est effectivement ces conditions. Eh ben, merci à vous en tout cas d'avoir intervenu dans cette émission. Donc on l'aura bien compris, d'ici 2022, les Côtes d'Oriens seront bien câblés. Oui. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour une prochaine émission.